La littérature pornographique a ceci de commun avec la littérature enfantine qu'elle constitue, pour bien des hommes de plume, une solution de facilité trompeuse. Certains s'imaginent qu'il suffit, pour écrire un roman destiné à la jeunesse, d'éviter certains sujets, d'user d'un vocabulaire simple et de raconter une histoire anodine, moyennant quoi, pense-t-il, le résultat sera toujours bon. C'est au contraire le bon moyen pour que le résultat soit toujours médiocre. L'écrivain pour enfants ne doit pas en faire moins que l'écrivain pour adultes. Il doit, si possible, en faire plus, donner plus, être plus exigeant sur la qualité dramatique du récit, la présence des personnages, la variété des situations, la richesse des thèmes, l'originalité de l'expression, le rythme, la poésie, la grandeur et l'humour. De même, partant de l'idée simpliste que les histoires de cul intéressent tout le monde, beaucoup d'auteurs se sont lancés dans la carrière pornographique, s'imaginant pouvoir faire ainsi des économies de matière grise. Le résultat fut affligeant. La mode du porno, lancée à coups de millions, s'est effondrée d'elle-même. L'ennui réussissait là où avait échoué l'action des pouvoirs publics, les mesures policières, la morale des familles. Il nous rendait le goût de la vertu. Nous avons tous feuilleté de ces livres érotiques, monotones, dénués d'intérêt, qui supportaient à l'extrême rigueur une lecture mais pas deux. Et tous nous avons eu, ce faisant, la nostalgie des 11 000 verges de Guillaume Apollinaire, des saines gauloiseries de Rabelais et surtout du divin marquis donatien Alphonse François de Sade. Celui-ci, en revanche, on le lit, on l'a toujours lu, et même on le relit. Pourquoi ? Est-ce à cause de son sadisme ? En ce qui me concerne, sûrement non. Quand je désire quelqu'un, je suis assez mal bâti, je l'avoue, pour avoir envie d'être gentil avec lui, de le caresser, de lui faire plaisir. Est-ce à cause de ces scènes de partouze ? Elles m'amusent beaucoup, ces scènes. Je ne songe pas à le nier, mais finalement je n'y crois guère. Les meneurs de jeu y organisent parfois de telles pyramides humaines qu'au premier coup de rein, si l'on voulait s'y mettre pour de bon, tout le monde se casserait la gueule. Et puis ces personnages qu'on fouette, qu'on brûle, qu'on lacère, qu'on découpe, à qui même on arrache 2 ou 3 peaux successives, me font plutôt penser à ces créatures élastiques, extensibles, compressibles, increvables qui fourmillent dans les dessins animés américains de la grande époque. Allons plus loin. Aimais-je Sade à cause de ses idées sociales ou métaphysiques ? À cause de sa psychologie ? Nous reviendrons plus loin sur les idées sociales. Pour sa métaphysique, c'est celle de Diderot, d'Helvétius et de quelques autres, assorties des mêmes arguments. Tout cela est pertinent, bien dit, mais sans originalité particulière. Et la psychologie, quoi qu'on en pense, est nulle. De même que Tomcat, Woody Woodpecker et le coyote n'ont guère d'autre motivation que la faim et l'agressivité, ainsi les personnages de Sade sont presque uniquement mus par l'envie de jouir et le désir de nuire. Ce sont là sentiments bien réels, que nous retrouvons sans peine au fond de chacun de nous, mais c'est tout de même un peu court pour faire une psychologie. Ce serait de toute manière une psychologie chrétienne fondée, comme celle d'Edgar Poe et de saint Augustin, sur la perversité innée, naturelle de l'espèce humaine. Nous aimons Sade, en fin de compte, parce que c'est un écrivain, un vrai, avec toutes les qualités de fond que cela suppose, sens du personnage, sens de la situation, sens de la scène, sens de la narration, sens du langage. De plus, c'est un de nos plus grands humoristes. Dans ses meilleures œuvres, je pense à la philosophie dans le boudoir et à l'histoire de Juliette, il y a des pages qu'on ne peut pas lire à haute voix, particulièrement en groupe, sans que le rire éclate. Ce style d'une élégance suprême, aussi nombreux que celui de Bossuet, aussi percutant et moins sec que celui de Voltaire, l'insolence tout aristocratique avec laquelle notre auteur manie le vocabulaire obscène, les références narquoises aux romans vertueux, sensibles et larmoyants qui étaient de mode à l'époque, tout cela fait un mélange explosif, une combinaison alchimique à laquelle on ne résiste guère. De plus, les personnages, si simplifiés qu'ils soient, n'en ont pas moins une voix, un ton, un contour bien précis, un langage merveilleusement approprié, et des comportements d'une justesse infaillible. On n'oublie pas Madame Delben, la religieuse lesbienne dont le snobisme va jusqu'à la férocité, Noirceuil, le mari bourreau de sa femme, Saint-Fond, le ministre prévaricateur, capable, entre 2 parties fines, d'improviser une étonnante métaphysique du mal. On n'oublie pas Claire Will, l'anglaise libertine, fondatrice de la Société des Amis du Crime, ni Minsky, l'ogre russe, ni Olympe Borghese, l'italienne infanticide, qui finira précipitée dans le Vésuve par ses compagnons de débauche. On n'oublie pas la mort de Justine, le voyage de Juliette en Italie, son entretien avec le pape. On n'oublie pas le discours du duc de Blangis aux femmes séquestrées dans les 120 journées de Sodome, ni la biographie de Jésus-Christ, brillamment exprimée par Dolmancé dans la philosophie dans le boudoir. Moins encore oublie-t-on la scène où la Durand, sorcière nécrophile, retourne la terre d'un cimetière au moyen d'une poudre magique, laquelle contient du détergent sans doute,
afin de se procurer des ossements qui serviront à un usage particulièrement libertin. Je bande pour la mort, dit cette même Durand dans un autre épisode de Juliette. Une phrase de ce calibre suffit à classer un auteur. Dussent nos bons sentiments en souffrir, il faut s'y résigner. Sade est un des grands artistes de notre langue, un de ceux qui ont fait le plus, à sa manière, pour le rayonnement des lettres françaises, puisqu'il est reconnu que Dostoïevski le lisait. Et nous serions impardonnables d'en laisser le monopole aux intellectuels de gauche. Entendons-nous, je ne reproche pas à ces derniers d'aimer Sade, ils ont bien raison. Je reproche à la droite de le leur abandonner sottement, par paresse, incuriosité, inertie puritaine. Sade, en réalité, n'est pas plus à gauche que Shakespeare. Il faut dire cependant qu'il est lui-même responsable du malentendu. N'éprouve-t-il pas le besoin, au beau milieu de la philosophie dans le boudoir, de nous infliger un pamphlet libertaire, et combien libertaire? Il n'y aura plus, si on l'écoute, ni autorité, ni loi, ni police, ni justice, ni morale publique ou privée, ni religion bien sûr. Chacun sera libre, entièrement libre, de faire subir à autrui tout ce qui lui passera par la tête. Je peux, si je vous rencontre dans la rue, vous demander courtoisement la permission de vous écorcher vif. Vous n'avez pas le droit de refuser, à charge de revanche. Tant pis pour vous si vous n'avez pas parlé le premier. Une telle liberté que rien ne limite, pas même et surtout pas le respect d'autrui, ne peut être en fin de compte que celle d'un petit, très petit nombre. Jusque dans son anarchisme, Sade reste ce qu'il est, un aristocrate et un nostalgique de l'esclavagisme. Sa république, c'est le pouvoir d'une caste privilégiée régnant sur un troupeau entièrement soumis qui n'a pour tout droit que celui de crier quand il souffre. C'est encore bien joli si l'on songe à certaines républiques de nos jours, où le troupeau n'a que le droit de dire merci et encore. Bref, le prétendu socialisme de Sade, c'est celui du goulag, en quoi notre auteur est bien de gauche d'une certaine manière, mais non dans le sens où on l'entend habituellement. De fait, sa démarche est celle d'un noble dépossédé qui se venge en faisant de la surenchère révolutionnaire. C'est à peu près comme s'il disait « Racaille bourgeoise et roturière, vous prétendez m'apprendre ce qu'est la liberté, mais moi, la liberté, je la connais mieux que vous. La voici, la vraie liberté, et voilà où elle mène. » Dans cet ordre d'idées, on peut comparer Sade au père Ubu, dont son créateur, Alfred Jarry, disait lui-même « C'est l'anarchiste parfait ». Rien de plus simple en effet que de transformer le révolutionnaire le plus radical en un conservateur féroce. Il suffit de lui donner le pouvoir. Ubu, c'est Lénine, c'est Staline, c'est Mao, c'est Fidel. La recette n'est pas neuve, mais elle marche à tous les coups. Mais, plus encore qu'à Ubu, c'est à Chigaliov que le divin marquis me fait penser. Chigaliov, souvenez-vous, ce personnage des démons de Dostoïevski, idéologue révolutionnaire qui se lève de son siège au début d'une réunion pour exposer sa doctrine. La révolution totale, explique-t-il, ne peut aboutir qu'à l'oppression totale et l'émancipation absolue à la servitude absolue. C'est nécessaire, inévitable, quasi mathématique. Que cela nous fasse plaisir ou non, cela se passera ainsi. Bien sûr, les nihilistes de la base protestent, mais Piotr Stepanovitch, qui est leur chef, ne répond mot. Il sait que c'est la vérité. C'est sous cet angle, à mon avis, qu'il faut apprécier les déclamations de Sade contre l'État, la justice, la religion et la morale. Il est contre la peine de mort, parbleu, il en a bien le droit puisqu'il est pour les assassins. Il est pour l'émancipation des femmes, certes, car c'est le bon moyen de les livrer sans défense aux marchands d'esclaves qui en feront de la chair à plaisir, de la chair à torture et à meurtre. Et tout cela sans risquer d'ennui de la part des pères, des maris ou des frères. Pour des raisons semblables, il serait de nos jours pour l'émancipation des jeunes. Il donnerait le droit de vote aux nourrissons et le bébé à peine venu au monde serait majeur et libre. C'est tout de même agaçant qu'on ne puisse pas tuer un gosse sans avoir aussitôt les parents sur le dos. La vérité, c'est qu'en dépit du préjugé commun, la démocratie politique n'a rien à voir avec la liberté. Tout au long de l'histoire, depuis Périclès jusqu'à Washington, en passant par Calvin et Cromwell, les républiques n'ont vraiment bien fonctionné qu'en milieu puritain, là où la bigoterie, le rigorisme, la sévérité des mœurs, la contrainte du collectif et la peur du qu'en dira-t-on remplaçaient avantageusement les mesures de répression traditionnelles. Quand la pruderie disparaît, le système se dégrade aussitôt. Le peuple redevient jouisseur, tricheur, avide, irresponsable, égoïste, gaspilleur, ingouvernable. L'esprit de revendication et de resquis se généralise, rendant inévitable, nécessaire et même désirable le retour à la manière forte. Sade est un garde-fou. Si les intellectuels de gauche étaient un peu futés, ils le tiendraient pour leur pire ennemi, car il vend, comme on dit, la mèche. Il nous fait toucher du doigt les conséquences de la liberté, sitôt qu'on veut faire d'elle un absolu. Saluons en lui non seulement l'artiste du langage et le maître du rire, mais aussi le plus grandiose, le plus suavement perfide des écrivains réactionnaires.